Bon, je me présente, M. Faux-Valéry, je vais vous parler du rapport entre la technologie militaire actuelle et à partir des années 40-50 avec l'ufologie. Il faut savoir qu'en fait, la vague d'OVNI a démarré dans la période moderne à partir de 1947. Il y a eu des observations à partir de 1943. Bon, officiellement, tout le monde nous a dit que la technologie militaire, c'était, dans l'aviation, c'était les moteurs à hélice. Tout le monde, un peu les réactions, notamment les Allemands avaient commencé à mettre en service des appareils à réaction mono, voire biréacteurs, les Messerschmitt 262 ou NK 162. Mais la plupart du matériel était donc en fait du matériel à moteur hélice, mono ou plus. À partir des années 50, on a vu apparaître, principalement en Union soviétique et aux États-Unis, des projets un peu révolutionnaires au niveau de la forme. Des formes totalement différentes, soit au niveau de l'emplacement des ailes, qui étaient placées soit en haut du fuselage, soit en bas, et des réacteurs posés intégrés directement dans la carlingue. La différence, c'est qu'en fait, il y a eu en l'espace de 5 à 10 ans, on est passé d'une propulsion classique, à hélice, au réacteur. Cette transformation a été possible notamment grâce à la création en 1955 aux États-Unis de la zone 51, connue sous 3 noms. La base de Groom Lake, Greenland ou Area 51. Cette base a été officiellement reconnue par l'armée américaine en 1994. C'est-à-dire en gros, en 40 ans, les États-Unis ont nié l'existence de cette base. Pour une raison fort simple, c'est que c'est de cette base que sont sortis tous les prototypes américains, que ce soit au niveau aviation ou au niveau armement. C'est-à-dire de cette base sont sortis le F-117, le chasseur, le bombardier furtif P-2, l'avion de reconnaissance SR-71 et d'autres prototypes qui sont restés dans les oubliettes. La zone 51, c'est en gros le territoire en surface, le territoire de la Suisse. C'est quand même énorme pour une base. La totalité de cette base est souterraine. En surface, il y a en fait, quand on prend une vue satellite, on voit quelques hangars, une piste d'atterrissage et quelques bâtiments administratifs. La plupart des bâtiments de recherche sont en sous-sol. Comme par hasard, la zone 51 est située à quelques kilomètres du complexe de Nellis. Nellis, en gros, c'est la plus grosse base de l'US Air Force dans le monde, au niveau surface et au niveau superficie. C'est une base qui est très importante puisque c'est là que sont basés pratiquement tous les avions d'attaque. Il y en a dans d'autres bases, mais c'est l'une des principales. Et notamment, c'est le siège de 2 escadrons de drones, c'est-à-dire des avions sans pilote de dernière génération. C'est-à-dire de technologie furtive, comme par hasard. Notamment, tout ça, on a eu des projets d'avions, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'aussi il y a eu des missiles qui ont été sortis. Et notamment, là en ce moment, vous savez tous, vous avez tous entendu parler qu'il y a des forces américaines dans le Golfe. Par rapport à l'Irak. Et il a été annoncé que les Américains, à cette occasion, avaient déployé dans le Golfe un nouveau type de missile révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que ce type de missile, il est adapté pour transpercer 30 mètres de béton armé. Et la programmation de la charge peut se faire à n'importe quel moment du lancement. C'est-à-dire qu'il peut se faire au début, par exemple dans un bunker au premier étage, ou au deuxième, ou au troisième, voire plus long. Et bien évident qu'un missile qui traverse 30 mètres de béton à une vitesse quand même élevée nécessite des matériaux assez forts
et assez léger pour pouvoir être pris sur un chasseur tout à fait classique. Parce qu'en plus, là où c'est étonnant, c'est que ce missile, ça ne nécessite pas des appareils énormes. Un chasseur comme celui que vous avez en photo est tout à fait capable de le prendre. Et il s'adapte sur les points d'emport sans aucune modification. La seule chose, c'est qu'il est fait en matériaux différents, malheureusement qu'on voit dévoilé publiquement. Mais on sait, c'est que ça a été testé dans une base secrète dans le désert du Nevada. Malheureusement, dans le Nevada, il y en a qu'une, 51. Il y en a d'autres aux États-Unis. Il y en a notamment une au Nouveau-Mexique, qui est la base de Boucher. Donc on sait très peu de choses, si ce n'est qu'elle est militaire aussi. Et il y en a probablement en Australie, avec la base de Pangate. Cette base est devenue célèbre en 1991 lors de la guerre du Golfe, puisque c'était la station relais des communications avec les avions Abrams de veille aérienne. Ils surveillaient tout le territoire de bataille en Golfe. Maintenant, c'est vrai qu'on dit les États-Unis. Les États-Unis, c'est vrai que c'est actuellement la plus grosse puissance, que ce soit au niveau force, au niveau matériel, au niveau homme. Mais c'est aussi au niveau technologique, vraiment le montre. Ils ont des systèmes de visée infrarouge, de visée laser, des systèmes de détection ultra sophistiqués. Ils préparent pour l'an 2000 un Boeing 747 portant un laser, mais non plus comme moyen de guidage, mais comme système d'armement. C'est-à-dire que le laser, il va voler en gros, l'avion va voler à des altitudes d'un megawatt à peu près, et il va pouvoir abattre toute menace, qu'elle soit terrestre ou aérienne. Bon, le problème, c'est qu'actuellement, il y a un gros problème de mise au point de la technologie laser. On va me dire, oui, ça, c'est peut-être c'est du baradin. Seulement, le problème, c'est que les Américains ont testé un laser. Déjà, sur un satellite, ce laser était au sol. Vous avez ici ce satellite. Ça, c'est un projet de satellite laser que les Américains envisagent d'envoyer entre 4, soit cette année, soit l'année prochaine, au plus tard en 2000. Ce satellite pourra détruire toute cible qui pénétrera dans l'atmosphère terrestre, qu'elle vienne de la Terre ou qu'elle vienne d'ailleurs. Non seulement, mais par contre, ce qu'ils ont fait, ils font par étapes. On a l'occasion de vous faire penser la revue. La première étape de ce satellite, c'est en fait d'avoir mis une station au sol et d'essayer d'atteindre un satellite usagé. L'expérience a été, disons, un demi-échec ou une demi-réussite. C'est-à-dire que le laser a effectivement touché le satellite, ne l'a pas détruit. C'est-à-dire que le satellite qui est usagé, bon, ils l'ont fait exprès, hein, c'était juste pour un essai, mais c'était uniquement pour montrer que effectivement un laser pouvait non seulement détruire, mais avec une précision, parce que seulement une partie du satellite était concernée, et le satellite était quand même à 400 km au-dessus de la Terre, en orbite. Bon là, il y a tout ça nécessite un système de guidage et de précision ultra perfectionné. Parce qu'en plus, on maîtrise le laser depuis en gros des années 60, années 70, mais uniquement en tant que moyen de guidage. Puisqu'en général, quand un avion est équipé de missiles laser, il y a un pod, ce qu'on appelle un pod, c'est-à-dire une nacelle posée soit sous les ailes, soit sous le ventre de l'appareil, qui sert à guider le missile. C'est-à-dire que le missile, on met le laser en haut sur un objectif, et le missile se règle automatiquement sur la puissance du laser, c'est-à-dire qu'il le suit. C'est comme un rail. Bon, l'intérêt, c'est que ça permet à l'avion
de se dégager, c'est-à-dire de ne pas rester en cas de riposte ennemie dans le feu de l'adversaire. Maintenant, le laser, il est certain que le laser, c'est une des technologies que les Américains mettent actuellement au point. Les Russes ne sont pas aussi en retard qu'on veut nous faire croire. Puisque le Sukhoi 30 et 35 est le seul avion actuellement, au niveau avion militaire, à pouvoir être équipé d'un radar de queue pouvant tirer un missile vers l'arrière. Les essais ont eu lieu, ils ont été réussis. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le problème d'un chasseur classique, c'est que en position, en combat aérien, il peut tirer que vers l'avant. Donc s'il y a un adversaire derrière, il n'a aucun moyen de riposte. Maintenant, ce Sukhoi-là, du moins, lui, il a la possibilité, avec le radar, d'envoyer un missile à l'avion qui est derrière lui. Et c'est un ennemi. Ce qui est quand même en plus, quand un missile part, ça déséquilibre l'avion. Il y a un déséquilibre qui a un poids en moins. Le problème, c'est que les Russes ont réussi à, disons, réduire les risques de décrochage d'appareil. Parce qu'il y a quand même le souffle, il y a le souffle du missile, il y a tout le système de mise à feu du propulseur, ça provoque une force non seulement sur le missile lui-même, mais sur l'avion lui-même. Ça fait un déséquilibre. Les Russes ont réussi à le faire, à réduire ce problème, et ils parlent le mettre sur les avions de service opérationnel avant l'enlèvement. Ouais. C'était paru dans la revue Zone Air et Défense 2001. Revue française, disponible dans tous les kiosques. D'année 94-95. Avec, en fait, c'était 3 photos qui représentaient les différentes phases du lancement du missile. Oui. Source Terre et Cosmos. Donc ce sont des revues qu'on trouve dans le commerce. Hein. C'est pas... j'invente rien. Non, mais vous avez rien. Si vous désirez, je pourrais vous faire des photocopies, des photos du missile. Il n'y a pas de problème. Maintenant, bon, il y a eu effectivement le laser, le missile qui tire à l'arrière. L'autre axe de recherche actuellement, c'est la furtivité. Puisque maintenant, la plupart des avions sont étudiés dans le but d'être moins sensibles qu'un appareil classique au long radar. Seulement, la technologie a évolué en très peu de temps, en relativement très peu de temps. Il faut en gros 15-20 ans pour faire la vie, c'est-à-dire de la planche à dessin jusqu'à la commercialisation. La technologie furtive, elle date de 1975, donc on est passé d'un matériau solide à un matériau liquide en fait, en l'espace de 15-20 ans. Le point commun entre toutes ces innovations, c'est qu'ils ont toutes été faites et testées sur la zone 51. Bon, moi je veux bien que ce soit un hasard, mais bon, une fois avoué, vu avec tout ça, il y a un peu de mal à y croire. Bon, vous allez me dire à la France, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Parce qu'on n'a pas les Américains, on n'a pas les Russes. Le problème avec la France, c'est qu'on ne sait rien. La France, dans le domaine militaire actuellement, on sait qu'il y a un secret sur tout ce qui est ufologique. Ça, c'est clair. Notamment de la part du MES. Officiellement, au niveau militaire, on est au niveau du Rafale. Bon, le Rafale, c'est un Rafale à la Lune, j'ai rien contre, personnellement. Mais je me dis que comparé soit au Sukhoi ou au F-22, il y a quand même une sacrée différence. À tous les niveaux. De plus, maintenant, on est arrivé à la poussée vectorielle. C'est-à-dire que les réacteurs peuvent se
sont mobiles, soit vers le haut, soit vers le bas, pour le Sukhoi 37, soit de haut vers le bas et sur les côtés pour le F-22. Donc la poussée vectorielle, le problème, c'est de trouver des alliages qui résistent à des températures de 2000 degrés et qui peuvent être mobiles. Les Russes qui sont arrivés, les Russes ont essayé deux types de poussée vectorielle. Soit les réacteurs classiques, c'est-à-dire on fait bouger les deux cuillères, soit on intègre directement un carénage actionné par des terrains commandés électroniquement. Je possède des photos, c'est assez impressionnant. Actuellement, les Russes, ils testent ce type d'appareil sur la base de Zhukovsky, à côté de Moscou. C'est-à-dire que c'est la piste, enfin, c'est l'aérodrome officiel, c'est là où se déroulent tous les salons aéronautiques russes, mais c'est aussi le plus grand centre d'essai russe dans le domaine, et il possède la piste d'atterrissage la plus longue au monde, puisqu'elle est de 5500 mètres, et une autre annexe de 3000 mètres. De cette base, on sait actuellement que les Russes préparent un chasseur furtif à peu près similaire au F-22, avec voilure inversée, poussée vectorielle et technologie furtive. Le problème, c'est que personne n'a vu cet appareil actuellement. Si, au niveau maquette. Mais un nombre d'initiés. Par contre, Sukhoi, ils ont dévoilé en septembre 1997 le S-37. Il est basé sur la famille des Sukhoi 27, 30, 35, mais il va être équipé de poussée vectorielle, de voilure inversée, et c'est un chasseur qui fait 25 tonnes. Il sera opérationnel au bas mot entre 2005 et 2010. On sait par exemple que les Américains, avec la zone 51, il y a eu des fuites, notamment au niveau de la présence du fameux hangar 18. Ce hangar 18 renferme, en gros, les chiffres divers entre 9 et 12 objets discoïdales de différents diamètres. La personne qui a lancé cette nouvelle est Bob Lazar, qui a travaillé à la zone 51 et qui a dit que lui, il a vu de ses yeux qu'effectivement, il avait vu 9 vaisseaux en forme de disque de différentes tailles stationnés dans le hangar 18. Bon, d'où ils viennent, on n'en sait rien, mais on sait qu'ils existent. Il y a autre chose aussi, c'est que actuellement, les Russes, les Américains et les Européens font des recherches sur ce qu'on appelle l'énergie libre. C'est-à-dire un mode de propulsion qui est tellement révolutionnaire qu'il effacerait tous les types classiques, que ce soit réacteur ou avion à hélice. C'est-à-dire c'est une énergie qui ne coûterait rien et qui serait inépuisable. Notamment, actuellement, tout le monde est en train d'axer les recherches sur l'antigravité. Or, on sait que certains comportements d'OVNI, qu'on a observés, ne peuvent être dus qu'à l'antigravité. C'est le cas des vitesses supersoniques sans bang, parce qu'actuellement, vous prenez un avion, vous prenez un Mirage, à Mach 1, il y a un bang. À Mach 2, il y a un autre bang. Il y a des ovnis qui ont été chronométrés entre guillemets, qui ont été attrapés au radar à des vitesses de 5000 ou 6000 km/h, ce qui représente Mach 5, Mach 6, sans aucun bruit. De plus, ça permet des manœuvres encore plus serrées que celles d'un avion à poussée vectorielle. C'est-à-dire qu'en fait,
un objet qui sera équipé d'antigravité, c'est-à-dire qu'il se propulsera avec l'air ambiant. Il créerait un vide autour de la caisse et utiliserait ce vide pour se propulser. Donc plus besoin d'avoir des réservoirs, ce qui explique pourquoi les ovnis sont en fait des objets très petits et très peu épais. Bon, il y a eu des ovnis en forme de disque de 100 mètres de diamètre, ça c'est clair, mais il y en a eu, la moyenne d'un disque, c'est compris entre 10 et 30 mètres. La moyenne tournant entre 15 et 20. C'est-à-dire très peu. Comparé à un avion classique, où en fait un chasseur c'est constitué à 80% de réservoirs, parce que vous avez des réservoirs dans le fuselage, vous en avez dans les ailes. C'est-à-dire que c'est bon volant. Les ovnis n'ont pas justement ce risque. C'est pour ça que tout ce qui est lié au fameux crash, notamment Roswell, Aztec et autres, moi personnellement je pense que c'est plus un voulu qu'accidentel. Maintenant, la technologie, au point où on en est actuellement, au niveau français, on sait une chose, c'est que les Français actuellement sortent des bateaux furtifs. C'est-à-dire des bateaux qui sont protégés contre les ondes radar et infrarouges. Ce sont deux vedettes qui sont entièrement carénées. Il n'y a aucune aspérité extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, la seule surface qui affleure, c'est les mâts, et encore eux-mêmes sont carénés. Et les rois dans le domaine, ce sont les Américains, avec le Sea Shadow, qui ressemble en fait un peu à un F-117, et les Suédois, avec le Smirge, qui est le bateau au milieu de la plage et qui est actuellement au rang de prototype. Exact. Non mais les Japonais ne sont pas aussi en retard qu'on veut. Ils ont mais les Japonais c'est différent parce qu'ils bénéficient en gros d'une aide américaine. Puisqu'il y a beaucoup de bases américaines qui sont stationnées soit au Japon, soit sur des îles. Donc il y a eu un échange de technologie qui s'est effectué, ça c'est clair. D'ailleurs, chaque matériel américain, disons, de pointe, est proposé, je dirais pas en priorité, mais presque aux Japonais. Il faut savoir, je vais donner un exemple concret, l'AWACS, que tout le monde connaît, la France en possède, mais les AWACS que les États-Unis possèdent, que l'Angleterre possède, et que la France possède, ils sont basés sur un type de Boeing 707. C'est un Boeing d'ancienne génération, remodernisé. Mais les Japonais, ils ont passé commande de 4 exemplaires du nouvel AWACS qui est basé sur une plateforme de Boeing 767. Alors, la différence, c'est qu'il a perdu 2 réacteurs en l'affaire, mais la structure est nettement plus moderne. Donc elle est capable de supporter des équipements encore plus modernes. Actuellement, les Américains se sont rendus compte que leur AWACS avait des difficultés, donc ils ont remis à niveau l'équipement des AWACS. Et notamment maintenant, tous les avions américains, enfin la plupart, que ce soit le B-2, le F-117 et l'AWACS, sont équipés d'un système de GPS, de navigation GPS. C'est-à-dire que ces appareils de combat peuvent être guidés à partir de satellites. C'est-à-dire que le satellite va savoir à n'importe quel moment tel appareil où il est, ce qu'il fait. Et pour éventuellement lui dire, ah oui, là il y a un problème, il faut peut-être pas qu'il passe par là. Maintenant on arrive en fait, il y a 23 personnes dans un AWACS, et on peut tabler que sur les 23, il y en a en gros 19 ou 20 qui touchent l'informatique de temps en temps. C'est-à-dire les écrans,
tout ce qui est système de contrôle et tout ce qui est système de gestion de l'avion. Le problème, c'est que tous ces avions fonctionnent à l'énergie classique, en fait, des réacteurs. Actuellement, il y a une autre branche, disons, de technologie qui est mise en avant, ce sont les drones. Les avions sans pilote. Alors, l'avantage, c'est que ce sont des appareils qui sont très petits, encore que pour certains, ça prend des proportions énormes, mais qui maintenant deviennent de plus en plus sophistiqués, puisque certains sont carrément furtifs. Et ils atteignent des autonomies de 6000 km, avec guidage au sol. Ces appareils, il y a notamment le Predator américain, qui lui est entré en service et dont les seules expériences sont basées à la Milice, à côté de Pont-Blake, par hasard. Et il y a le Darkstar, qui est un drone, mais bon, là il y a plus de problèmes parce que c'est un mini B2, entièrement furtif, sans pilote. Et lui, il a une autonomie de 6000 km. Ces appareils peuvent être lancés, l'intérêt c'est que ça peut être lancé de n'importe quel endroit, n'importe quelle piste. Ça ne nécessite pas d'infrastructure énorme. Quand vous dites furtif, ça veut dire qu'on ne peut pas détecter ou on ne peut pas détecter. C'est-à-dire parce qu'on a parlé de dématérialisation. Oui, on a parlé, alors ça c'est différent, parce qu'effectivement, dématérialisation d'OVNI, ça peut être interprété de deux façons en fait. Soit l'objet disparaît de lui-même, ou alors il s'éteint. C'est-à-dire qu'en fait, soit on dit que c'est l'objet en lui-même qui disparaît, soit c'est la loi qui est émise par l'objet disparaît. Par exemple, dans un ciel noir, l'objet est noir. Qu'est-ce qu'on voit principalement sur un OVNI la nuit? C'est les lumières. Soit des lumières vertes, bleues, jaunes, de n'importe quelle couleur, mais c'est ce qu'on voit. Alors, la dématérialisation, on ne sait pas trop s'il faut comprendre dans le sens de l'appareil en lui-même, ou si c'est seulement lui qui éteint ses lumières. Mais quand on voit le dire qui pose d'autres dimensions, oui, c'est possible si on part du principe qu'effectivement, les êtres, les propriétaires de ces objets, possèdent une science, une technique supérieure de quelques millions d'années ou même de centaines de milliers d'années d'avance sur nous, où là, effectivement, ils auraient pu accéder à des dimensions annexes. Ça, c'est possible. Parce que quand on parle, c'est qu'on dit au niveau de la vitesse, c'est possible, d'avoir des êtres humains. Ah ben non, mais ça, je suis d'accord. Il est certain que les accélérations, il y a eu des accélérations de 0 à Mach 3, en l'espace de 4-5 secondes. Imaginez un peu. Ben là, le pilote, je vous dis, c'est comme dans un micro-ondes. Il n'y a plus rien. Il n'y a que là. Ça pourrait être des humains, ou alors des robots. Ben, à mon avis, je crois qu'il y a différentes sortes de vie, en fait. Je pense qu'il y a effectivement des vaisseaux qui sont matériels. Bon, ce sont, je pense que si effectivement on prend le code du code Valençol, du code Maurice de Wild, lui, il a vu des vaisseaux tout à fait matériels. Par contre, il y a certains cas où je pense qu'en fait, les vaisseaux sont ce que j'appelle des hologrammes, c'est-à-dire des formes lumineuses. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on verrait ne serait pas le véritable objet, mais la projection lumineuse de cet objet. Oui, ça va loin, mais le problème, c'est qu'on est capable d'en faire. On est capable d'en faire, mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas encore les moyens de le faire sur une échelle planétaire. Donc, ce que les gens verraient, ça serait pas réel, ce serait une image de leur... Si, ce serait l'image d'un objet réel. C'est-à-dire qu'en fait, le but, il est préférable d'exposer une image que d'exposer la source. Ça serait un leurre, en fait. En cas de réplique, par exemple. Il y a des ovnis, par exemple, qui ont été pris en chasse par des chasseurs. Bon, quand on voit la différence de technologie, il n'y a pas photo, ça c'est clair. Vous prenez l'affaire de Téhéran qui s'est passée en 1976, les pauvres fantômes iraniens ont pourchassé les deux ovnis, ils ont eu la gueule rapidement. On a mis en doute un peu
Vous savez, un appareil de combat qui fait 35 ou 40 ans, qui est encore en service, moi je dis que c'est quand même un avion qui est fiable, quelque part. En plus, le fantôme, il a été... Ouais, mais vous savez, oui, il y avait essayé. Oui, mais il y a tout type d'avion. La perfection, ça n'existe pas, même au domaine militaire. Hein. Il y a des... c'est vrai qu'il y a des Mirages qui tombent, il y a des F-18 qui tombent, il y a des F-15 qui tombent, il y a des F-16 qui sont tombés. Il y a une année, c'est vrai que les Américains, ils n'ont pas été chanceux, ils ont tombé tous les F-16, enfin, pas tous les F-16, mais un fort pourcentage de F-16 sont tombés dans la mer. Il y en a un qui est tombé pas loin d'une centrale atomique, bon là tout le monde a commencé à briller. Mais c'est pas pour ça que le F-16 a été retiré du service. Hein. Le F-16 est reconnu comme un des meilleurs avions de combat actuellement au monde. Ouais, c'est possible. Il est certain, enfin en 76. C'est vrai que 76-75, ça relève à peu près l'époque des proto-américains furtifs. C'est vrai. Et maintenant, je ne vois pas les Américains faire des essais sur un pays étranger. Est-ce que c'est ça le problème après? On a dit par exemple sur la vague belge que le fameux triangle que tout le monde avait vu, c'était un F-117. Le F-117, il y a des gens des militaires qui ont dit que l'objet allait très vite. Il allait à Mach 2. Quand on regarde la fiche technique du F-117, il a 2 fois moins vite. Donc déjà, sur le plan technique, il y a déjà erreur. C'est du mal. Ouais, mais enfin là, on peut rentrer très loin dans la politique et tout ça. Ouais, c'est lié. Ouais, c'est lié, mais bon. Oui, c'est vrai que tu as raison. Non. C'est un faux. Disons. Non, mais disons que la zone 51, on a donné ça au public pour que le public ne s'occupe pas d'autre chose de plus haut, je pense. Vous savez, c'est le même phénomène. Il faut essayer. Non, mais de toute façon, la zone 51, l'armée américaine a racheté tous les territoires qui étaient autour. Moi, je veux bien qu'on dépense de l'argent. Ouais, bon, enfin, vous savez, un reportage qui passe sur les chaînes publiques, il y a forcément une censure quelque part. Ça, c'est clair. Et là, il y a un tri avant. Si le journaliste il a découvert quelque chose qui ne doit pas être sorti, le film il est trié avant. Cette partie-là, non, ça va, tu ne passes pas à l'antenne. Hein. Pour l'instant, oui. Mais rien ne prouve que ça n'y ait pas de rapport. Il n'y a pas seulement des droits dans ouais, on parle notamment du plateau d'avion. Le problème du plateau d'avion, c'est qu'officiellement c'était un site où stationnaient des missiles nucléaires. Donc on les a démantelés, on a arrêté le plateau d'avion il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 4-5 ans. Et comme par hasard, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Le problème, c'est que le plateau d'avion, c'est en souterrain aussi. Tout est en souterrain. Et le plateau d'avion, maintenant, il y a 1000 légionnaires qui sont stationnés là-bas. Alors moi, je veux bien qu'on mette dans un engin, dans un endroit où est stocké des missiles nucléaires, je veux bien qu'on mette des légionnaires. Mais bon, il y a peut-être d'autres casernes en France où nous aurions pu aller. En plus, il faut savoir qu'en France, notamment la base d'Hérault, est une base qui est appelée à prendre de l'importance.
tout simplement parce que c'est une base de l'OTAN. Officiellement, la France ne fait pas partie de l'OTAN. Et pendant la guerre du Golfe, il y a des avions américains qui ont stationné, et il y a eu des bruits selon lesquels les F-117 auraient atterri à l'eau. On sait que la base des Rhodes peut accueillir des avions comme les AWACS, notamment. Certaines, il y a des bruits qu'effectivement, il y aurait des entrées secrètes dans la base 105, qui seraient interdites même à des militaires de la zone. Ou du moins à des militaires qui ne possèdent pas le niveau d'accréditation nécessaire pour pouvoir y pénétrer. Il n'y a aucun fait. Ouais, il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites. C'est comme le LRBA, je pense que c'est forcément des recherches. Ouais, tout à fait. Et les fuites peuvent être volontaires aussi des dirigeants de la base, vous savez. Ouais, mais c'est-à-dire que si on lance des fuites volontaires, ça suppose qu'on veut cacher quelque chose. Logiquement. Je sais pas, si par exemple tu fais quelque chose que personne ne veut savoir, à mon avis, tu vas lancer quelque chose pour que les gens ne s'intéressent pas. Ça me paraît évident. Tu vas lancer un leurre pour que le public appelle. Ouais, c'est tout à fait ça. Encore à l'époque, il y a des rumeurs, il n'y a rien et que c'est un endroit. Ouais. Non, mais tout à fait, mais c'est pas parce qu'on lance quelque chose dans le public qu'il faut se dire oui, c'est vrai ou oui, ce n'est pas vrai. Moi, je pars du principe que si on nous lance quelque chose, c'est qu'en fait, les militaires, ils lancent pas quelque chose par hasard. Les militaires, quand ils agissent, c'est toujours dans un but précis. Il y a toujours une idée derrière la tête. Par exemple, actuellement, l'armée américaine a pas déployé 3 porte-avions, un escadron de 20 000 Marines pour décorer le Golfe. J'ai du mal à les croire, parce que ça coûte cher quand même, parce qu'il y a une logistique. Il y a 3 porte-avions, mais 3 porte-avions, ça veut dire une vingtaine de bateaux à côté pour le ravitaillement, pour l'escorte, et puis pour les contrôles, etc. Je vois pas les États-Unis envoyer tout ce beau monde uniquement pour faire joli. Ça, j'ai du mal à les croire. Attends, un rapport de force. Est-ce que tu appelles un rapport de force? Personnellement, je fais quelque chose, on m'envoie, on va dire qu'on m'envoie une voiture de flic, et je fais quelque chose, on m'envoie toute une compagnie CRS, c'est pas du tout, c'est pas pareil. Non, mais attends, là tu rentres dans un autre domaine. Ah non, c'est le même domaine. L'armée c'est pareil. Ils vont envoyer un porte-avions. Si dans un porte-avions, il y a Saddam Hussein, on parle du cas d'Irak, Saddam Hussein va leur prévoner. Ils ont 3 porte-avions, Saddam Hussein, il y avait une bombe. Le premier porte-avions qu'ils ont envoyé, c'est le Nimitz. Tu connais la charge du Nimitz? Non, au niveau nombre d'appareils. Une centaine d'avions de chasse. C'est-à-dire largement assez pour pulvériser une bonne partie des installations militaires de l'Irakien. Mais pour être, on ne sait pas ce que l'Irak en face. C'est l'armée de la fin de l'Irak, on sait ce qu'il a. On sait qu'il a des armes chimiques, notamment. On sait ce qu'il a, mais pareillement, c'est comme nous, on ne sait pas son âme. Non, mais de toute façon, les Américains, ils sont là-bas, ça c'est clair, pour faire une guerre du Golfe bis. Parce qu'on ne déploie pas de telle force uniquement pour des manœuvres. Ça, c'est pas possible, ça coûte de l'argent de déployer des flottes comme ça. Ça c'est clair, hein. Les États-Unis, même s'ils sont la première puissance mondiale, ils ont quand même des ressources limitées. Hein. Ils sont dans le rouge vif au niveau finance. Le problème, c'est que quand on voit qu'ils déploient des missiles capables de transpercer 30 mètres de béton, c'est quand même pas pour faire dire aux journalistes, bon, je veux bien que l'histoire de la Somalie où le débarquement des Marines ça avait été filmé avec caméra et compagnie, je veux bien. À mon avis, les Américains le font une fois, mais pas deux. Mais un appareil comme le Nimitz qui prend une centaine d'appareils, que ce soit de combat, d'hélicoptères ou d'appareils de reconnaissance aérienne,
le niveau technologique, même par rapport à ce que l'Irak en face, c'est disproportionné, ça c'est clair. Parce que l'Irak, même s'il a refait son arsenal après la guerre du Golfe, à mon avis, c'est pas le même niveau technologique que ça. Ça, je peux vous l'assurer. Tout simplement parce que l'Irak, il s'est approvisionné dans deux pays principalement, qui sont la France et la Russie. Le seul problème, c'est que le matos russe que l'Irak possède, ce sont des sous-variantes des modèles en service dans l'armée rouge. C'est-à-dire des systèmes d'armement moindres, des systèmes de détection moindres, voire inexistants. Et les Français, c'est pareil. Donc, la disproportion, elle est flagrante. L'Irak n'a pratiquement plus de marine. Ou alors oui, ça donne des sortes de petites vedettes, des petites corvettes en maximum. Ils n'ont jamais eu, ils étaient sur le point d'en constituer, mais les plus gros bâtiments étaient bloqués en Italie pour financière. Ils sont tout seuls avec les Britanniques, pour l'instant. De toute façon, pendant que les Américains regardent ce qui se passe de ce côté-là, ils essaient de détourner les gens de ouais, mais enfin, l'affaire Clinton, elle a éclaté après que la flotte américaine soit dans le Golfe. Je crois que c'est tout le monde si c'est pas un gros problème lui-même déjà. Mais non, mais le problème, c'est que maintenant, la technologie va tellement vite. Là, les États-Unis préparent pour les drones carrément d'attaque. Oui, ils s'en servent pour expérimenter. Ça, c'est clair. Non, non, je trouve pas. Ouais, oui, mais de toute façon, le phénomène ovni, vous savez, c'est un bon, il y avait une technologie. Donc pour vous, ça vient de l'armée. Je pense, pour moi, il y a deux types d'ovnis. Il y a les ovnis qui peuvent effectivement venir d'ailleurs, mais il y a des ovnis qui peuvent venir terrestres. D'ailleurs, si vous en parlez, Ailleurs, d'une autre planète ou d'une autre dimension. Mais je pense qu'il y a une partie des ovnis qui sont observés, qui peuvent très bien être des armes secrètes terrestres. Je ne vois pas où est le domaine là-dedans, je ne vois pas ce qu'il y a de chelou. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas faire actuellement la différence entre un ovni terrestre et un ovni extraterrestre. Le problème, il est là. Oui, on peut une hypothèse. Plus que vous avez dit tout à l'heure, les hologrammes, parce que si on peut envoyer des photos de n'importe quoi, tout n'est pas réel. Si c'est une image qu'on envoie. Ah, mais on est capable de le faire. Et la personne qui voit ça, c'est pas si c'est un hologramme, c'est un réel. Non, mais j'ai dit l'hologramme tout simplement parce que certaines observations d'OVNI font plus penser à des projections lumineuses qu'à des objets matériels. Est-ce que vous pensez que les militaires, par exemple, ils se servent de la technique des hologrammes dans la guerre? Possible. C'est pas possible. Non. Tout est possible. C'est là le problème. C'est qu'en fait, on arrive à un tel point de technologie qu'on ne sait plus faire la différence dans le domaine ufologique, par exemple, entre un ovni qui pourrait être extraterrestre et un ovni terrestre. Ça peut être un ovni réel ou ça peut être un hologramme. Voilà. La frontière, on ne peut pas la dire, voilà, ça c'est telle chose, ça c'est telle autre. Ah oui, puis il y en a eu. Bah oui, il y a. Oui, non, mais ça c'est sûr. Bon, il y a eu des ovnis qui ont été vus en ville. Ça c'est sûr. Moi j'en ai vu au-dessus de mon immeuble. Non, ça c'est. J'ai vu un ovni. J'ai dit attention, j'ai dit un ovni. J'ai pas dit que c'était un objet qui venait de tel endroit. J'ai vu un objet volant non identifié. Ce que j'ai vu, je suis incapable de dire d'où ça venait.
qui en était à l'origine. Je ne sais pas si c'est extraterrestre ou terrestre. Un ovni. Ouais, ça ressemblait à un objet en forme de cigare, d'à peu près 10-15 mètres de long, tout noir, avec un bout éclairé vert vif et le bout opposé rouge vif. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est passé au-dessus de l'immeuble où j'habitais, et au moment où l'appareil, où l'objet est passé au-dessus de l'immeuble, il y a eu coupé de courant dans l'immeuble. Alors c'est peut-être un hasard, mais avant il n'y avait pas de coupure, après il n'y en avait pas, la seule coupure c'est au moment où l'objet passe au-dessus. Et il y a en gros 13-14 ans. Elle bosse. Dans l'heure, c'était dans la Seine-Maritime, c'était vu par d'autres personnes. Ouais, avec ma mère. Il y a eu des témoins. Et c'est pas la première fois qu'à Elbeuf, où il y en a eu Elbeuf, il y en a eu à Sauvy-Souleval pendant le pont de l'Arche, il y en a eu à Gaillon, il y en a eu à Louviers, il y en a eu partout, il y en a eu il n'y a pas longtemps là-dedans. Et donc, là, pour expliquer le problème, si c'est des ovnis, pourquoi ils viennent, pourquoi ils se montrent comme ça et... Déjà, ce qu'on sait du phénomène ovni, c'est qu'ils se manifestent à des points, disons, qu'on appelle stratégiques. C'est-à-dire soit les installations militaires, soit tout ce qui est technologique, c'est-à-dire raffinerie de pétrole, émetteur télé, centrale atomique, il y a eu des œufs. Non, je dis qu'il y en a. Il y en a qui ont été observés à Tchernobyl. Mais il pensait, il s'est pas posé, il se déplaçait. Ouais, il était au supermarché du coin, je sais pas. Il s'est arrêté sur le parking, on sait rien. Ouais, peut-être, il a été chez Total. Vous disiez que c'était des petits objets, mais il y a quand même des gens qui ont vu ce qu'on appelle des vaisseaux de mer, c'est des trucs énormes, c'est 500 mètres de haut. Il y a un Français qui en 79, un astronome amateur qui était dans le sud de la France, il a observé un objet en forme de diamant pendant une semaine. Cet objet était, disons, en orbite terrestre. Bon, un astronome amateur, on parlait de calcul que je vous dis, je suis incapable de faire. Il a pu calculer la longueur de l'objet. Il était arrivé à 8 km. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, je ne sais pas exactement, il a raconté, il paraît que la NASA a détecté des S3F, je ne sais plus combien, plusieurs kilomètres de long, qui seraient en orbite autour de Saturne. J'en ça fait suffisant, c'est petit. Ouais, c'est C'est plus un bon indicatif. Ouais, c'est Guitarat qui en a parlé. Il y a Guitarat qui a parlé de ça dans, ça va peut-être faire rigoler, mais qui a parlé de ça dans la France Dimanche. Bon, ici pareil. Moi j'ai vu, non mais je suis d'accord avec vous parce que j'ai lu l'article. J'ai l'article chez moi, effectivement, il y aurait des vaisseaux spatiaux, des nefs énormes, entre 25 et 50 km, qui seraient dans les anneaux de Saturne. Bon, à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit nous qui les ayons envoyés là-haut. À mon avis. Par contre, ça expliquerait pourquoi la NASA envoie des sondes vers Titan, qui est le satellite de Saturne. Ça paraît énorme parce que d'après ce que j'ai vu, ça fait le diamètre de la Terre, aussi grand que le diamètre complet de la Terre. Moi, c'est pas les dimensions que j'ai. C'est pas vraiment ce que j'ai. Je suis d'accord pour la longueur de plusieurs kilomètres. C'est énorme. Disons que c'est en fait c'est la version haut de gamme. Il y en aurait 3. Ouais, il y en a 3. C'est le chiffre que Tara avance aussi. Mais vous savez, bon, le problème c'est que dans un autre domaine, c'est comment pouvoir construire de tels vaisseaux en orbite autour d'une planète. Parce que là, c'est carrément des points. C'est comme nous,
Déjà, on a un mal fou à faire la station internationale Alpha qui va remplacer Mir. La technologie, c'est dans 50 ans, il y aura des choses qui ne pouvez même pas imaginer. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Il y a plein d'inventions à parler, et puis dans 10 ans, il y a... Ouais, tout à fait d'accord. Mais est-ce que... Ça va changer de vitesse, et puis il y a plein de choses qui sont pas Ouais, mais là, actuellement, on est à la station Alpha, qui est une station classique, c'est d'ailleurs faite par module. D'accord. Ce sont des modules qui sont fabriqués en Russie, aux États-Unis et en Europe, qu'on va monter là-haut et qu'on va assembler. Mars, c'est autre chose. Mars, c'est autre chose. On reviendra à ce que on va parler de Mars. Le problème, c'est que là, ce sont des blocs. En fait, c'est un mécano. Mais on voit les parties. Tout à fait, c'est un squelette, en fait, une station. L'orbital, tel que nous la construit, c'est un squelette. Là, les vaisseaux qui sont autour de Saturne, c'est carrément presque des astres. De forme limitée. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être de forme discoïdale ou je ne sais pas quelle forme, mais qui ont une forme délimitée. Ça fait plus de 10 ans qu'on sait ça, comment ça se fait. Ça remonte aux années 80. Oui, bah imaginez un petit peu le choc. Imaginez qu'on annonce au journal de 20h et plutôt on vient de détecter 3 objets qui sont artificiels autour de Saturne. Imaginez le choc un peu. Allez, ouais, enfin, la NASA, bon. Non, mais Ils ont fait des boulettes aussi, hein. Parce que le trace de Roswell dire que c'est des mannequins avec un petit parachute en nylon, c'est bien. c'est plus économique qu'autre chose. Hein. On se demande même si ça n'a pas été fait exprès. Quand on voit maintenant la situation économique de la ville de Roswell, grâce à ça, maintenant... Ouais, mais enfin, le phénomène de Roswell, il a quand même été exploité, découvert 30 ans après le crash. Le crash, c'est en 47. On a commencé à parler de Roswell en 78. Ouais, mais enfin, les Américains, en général, ils mettent pas 30 ans à réagir pour faire des pognon. Alors, ou ils dorment, ou alors, ils sont droits, là, il y a un truc qu'il faut nous explique. Vous pensez que c'est quoi c'est vraiment un objet ou Je pense qu'il y a eu quelque chose, mais je pense pas que ce soit uniquement un coup de bourre. Ça m'étonnerait. Parce que je trouve bizarre, c'est qu'au départ, dans le film, c'est tout blanc. Alors, au départ, hein. C'est un ballon qu'on Au départ, hein. Ouais, bon, par contre, moi, là où vraiment je trouve que la NASA... Ouais. Moi, je pense que la NASA, là où elle prend les gens pour des comptes, c'est quand elle sort 50 ans après, en fait, c'est le ballon Moudoul. Surtout que le ballon Moudoul, ils l'ont sorti à partir de 78. Exact. Plus la qualité. Merci de la remarque. C'est vrai. Non, le seul point commun entre la NASA et l'US Air Force, c'est que tous les deux sont militaires, et que dès qu'il y a un petit truc à cacher, bah, on va utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour le faire. Ça, c'est bien. Le problème, c'est que c'est vrai que la NASA, bon, déjà, il faudrait qu'on ait des choses que j'arrive pour moi à m'expliquer. C'est comment, par exemple, on a lancé un programme lunaire. Bon, il y a un monde qui a marché sur la Lune. Il a vu des choses. Les choses qu'il a vues, à mon avis, ça n'est sûrement pas rentré dans ce qu'il devait voir. Ouais. Ouais, il y avait le code, c'est-à-dire que quand un des astronautes disait Père Noël, Houston comprenait que c'était en fait un ovni. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, donc enfin, Père Noël, dans l'idée. Ouais, mais actuellement, le Père Noël sur Terre, c'est quoi? C'est un mythe, c'est une légende. Si on met le nom de Père Noël à quelqu'un, l'autre il va être raconté, ça n'existe pas. Il y a eu une version officielle de notre astronaute qui s'est fait pour un peu larguer ceux qui étaient au sol, sans faire croire à autre chose
notamment un capitaine W, quand il était non-officiel à l'époque, qui disait lui-même avoir monté un cagnard à Popodoki autour de la capsule, et qu'en fait c'était les réservoirs d'urine qui lâchaient, qui propulsaient, et donc le sol, pas mal de Ouais, mais ça c'est l'explication officielle. Parce qu'il faut peut-être faire la différence à un certain niveau entre l'explication officielle et la réalité. Je veux bien que parfois il y a des réalités, il y a des explications officielles qui sont tout à fait plausibles, mais là quand on arrive dans un réservoir d'urine, ah ouais, non mais je veux bien vous voir, mais le problème c'est que la radiation officielle, dans l'espace, là il y a un réservoir d'urine. Ouais, alors on a même dit que c'était des blocs de glace sur les hublots aussi. Il y a certaines photos d'OVNI en orbite terrestre où les mecs ils étaient sûrs que ce qu'ils avaient vu ça ressemblait pas vraiment à des morceaux de glace, les mecs ils se sont dit bah non, vous avez vu des morceaux de glace. Pour revenir un peu sur ce à propos des astronautes en disant le Père Noël, c'est cela, il a bien été dit, eux le disent dans le reportage, dans le documentaire, le Père Noël n'existait pas, c'était pour faire des blagues. Je répète, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent. Le problème, c'est que quand on envoie une sonde, qui coûte quand même un sacré paquet de dollars, avec en plus du monde à bord, moi je dis l'idée de la blague. Ou alors maintenant, ou alors les Américains ont trouvé un moyen de s'enrichir sans fin. Alors là, à partir du moment où ils ont des milliards à l'appel et tout, alors là, ils peuvent se permettre de faire des blagues, mais m'envoyer des offres de bac en l'air, c'est cool. Mais là, j'ai du mal à y croire. Parce que là, l'histoire des Darwin, c'est les platements d'urine et tout qui se baladent, ça va le faire. Même au niveau des protestations qui ont été enregistrées, il paraît que c'est des officiellement, quand Armstrong a atterri sur la Lune, qui a été vu en direct à l'époque, moi j'ai pas vu, j'avais 2 ans. Mais il y aurait eu 50%, la moitié des transmissions et des images qui auraient été retirées de la circulation. Armstrong, moi j'ai des cousins qui mentionnent qu'effectivement Armstrong aurait vu des objets en forme de cigare stationnés sur la Lune, ainsi que des traces de chenilles. Alors, moi je veux bien qu'il y ait des traces de chenilles sur la Lune, mais je vois pas une entreprise de travaux publics débouler les pêteuses de l'eau. Ouais, je veux bien, j'ai rien contre. Enfin, dans des bouquins j'ai pour le monde. Le problème, c'est que la Lune, officiellement, le dit comme un astre mort. Qui nous dit qu'il est mort, cet astre? Et pourquoi ça a été arrêté brusquement? Et pourquoi maintenant on va refaire des radiographies complètes de la Lune? Près de 30 ans après. Ouais, ça, il faut qu'on maîtrise. Alors, c'est-à-dire que, en fait, les missions lunaires se sont arrêtées en gros début années 70. Donc, on s'est rendu compte, à mon avis, qu'il y avait l'eau déjà. À mon avis, je pense. Ils ont dû le savoir. À l'époque, les Américains, ils avaient le matos pour le savoir. Les Russes étaient aussi. À mon avis, s'il y avait de l'eau maintenant, c'est qu'il y en avait avant. Je pense pas que l'eau elle est arrivée pendant 3 ans.